48 heures après le terrible incendie survenu à Notre-Dame de Paris, l'heure du bilan n'a pas encore sonné. La solidité de la structure n'est pas encore définie et certaines œuvres restent à sauver. Les Français meurtris multiplient les marques de soutien. Jupiter a parlé. Emmanuel Macron a annoncé vouloir reconstruire la cathédrale en 5 ans, un délai qui semble très court pour un chantier titanesque, sauf à transformer complètement la cathédrale. Annulé en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris, les annonces d'Emmanuel Macron pour mettre un terme à la crise des Gilets jaunes devraient être reportées au début de la semaine prochaine, mais de nombreuses informations ont déjà fuité. Madame, monsieur, bonsoir. 48 heures après le terrible incendie dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, la France est toujours sous le choc. Le constat des dégâts n'est pas encore terminé. Les questions sur les raisons d'un tel désastre demeurent encore sans réponse. En attendant, l'heure est toujours au recueillement. Au milieu des décombres, des raies de lumière traversant la rosace. Le désastre de Notre-Dame de Paris parvient à faire cohabiter des images d'apocalypse avec un éternel sentiment d'espérance. La nef est béante, transpercée par la chute de la flèche survenue quelques dizaines de minutes après le départ de feu, et la croix dorée, lui encore. Tel un message d'espoir et de résilience, le coq en bronze, jonché au sommet à plus de 90 mètres de haut, a été retrouvé dans les ruines. Ce symbole de la France chrétienne qui vit encore renfermait une partie des trésors que l'on croyait à jamais perdus. L'écrin avait été choisi par le cardinal Verdier, archevêque de Paris en 1935. Il y avait fait placer une parcelle de la Sainte Couronne d'Épines, une relique de Saint-Denis et une de Sainte-Geneviève. Le cardinal Verdier voulait faire de la flèche de Viollet-le-Duc un paratonnerre spirituel. Il aura résisté aux flammes, à l'instar d'une grande partie des œuvres qui ont pu être sauvées. Les œuvres, d'abord du trésor, les plus précieuses d'entre elles ont été dès hier soir mis en sécurité à l'hôtel de ville de Paris, notamment la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis qui sont en sécurité à l'hôtel de ville. Pour le reste du trésor, ils vont être mis en sécurité au Louvre dès aujourd'hui ou demain. En ce qui concerne les peintures, les grandes peintures, notamment les mets de Notre-Dame, celles-ci pourront être retirées de Notre-Dame à partir vraisemblablement de vendredi matin. A priori, il n'y a pas de dommages liés à l'incendie, mais plus éventuellement des dommages liés aux fumées. Et donc nous allons les transporter en sécurité dans les réserves du Louvre, où elles seront déshumidifiées et où elles seront protégées, conservées, puis restaurées. J'ajoute qu'en matière d'œuvres d'art, il y a les grandes roses, les roses du transept nord et du transept sud, qui pour l'instant apparemment n'ont pas subi de dommages catastrophiques, ainsi que la rose ouest qui est derrière nous. Les grandes orgues ont également miraculeusement échappé aux flammes. Les 8000 tuyaux et les 109 jeux et le buffet ont été très peu touchés par l'eau. Et visiblement, les 8000 tuyaux, les 109 jeux et le buffet ont été très peu touchés. Et l'eau n'a visiblement pas atteint l'intérieur. Toutefois, des poussières et de la suie ont pu endommager l'instrument qui devra être observé avec un grand soin. Et si nombreux sont les joyaux de la cathédrale qui ont survécu au drame, des expertises devront être menées sur la structure elle-même. En effet, plusieurs facteurs découlant de l'incendie pourraient avoir des conséquences à venir. D'une part, la chaleur qui s'est dégagée de l'incendie a libéré l'eau contenue dans les pierres de Notre-Dame, laquelle s'est transformée en calcaire et en chaux. La matière même des structures pourrait donc être considérablement affaiblie. De même, les températures extrêmes entraînent une dilatation des matériaux. Des pierres pourraient donc exploser et se fissurer dans les jours qui viennent. Par ailleurs, le plomb, qui recouvrait une large part de la cathédrale, a fondu et s'est répandu partout, y compris sur des parties fragilisées directement par l'incendie. Ultime conséquence du drame, l'eau utilisée par les soldats du feu peut stagner et faire endosser un poids imprévu sur certaines zones qui ne sont pas faites pour cela. De même, les joints des pierres ont été infiltrés par l'eau et pourraient déstabiliser la maçonnerie elle-même. Une vision réelle des dégâts reste donc encore à établir. Les causes de l'incendie restent également à définir, mais l'origine criminelle n'est pas privilégiée, comme l'explique le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Christophe Castaner. Le procureur de la République a été très clair. Rien ne permet de penser qu'il y aurait une autre cause qu'une cause accidentelle. Mais dans tous les cas, nous avons aujourd'hui près de 50 enquêteurs qui sont mobilisés et nous étudierons tout. Et toute la vérité sera faite. Tous les regards sont tournés vers le chantier de rénovation en cours sur la cathédrale sans que toutefois aucun élément probant n'ait été soulevé pour expliquer le départ de feu. Nous voulons plus que personne faire la lumière sur l'origine de ce drame. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'au moment du départ de l'incendie, absolument aucun
des salariés de ma société n'étaient présents sur site. Les enquêtes sont en cours, la police criminelle est chargée de l'enquête. L'ensemble de nos collaborateurs œuvrent et participent à l'enquête sans aucune réserve. En attendant que les entrailles de Notre-Dame livrent les secrets de son embrasement, la France pleure toujours sa somptueuse cathédrale meurtrie. De nombreuses personnes se sont rassemblées hier devant l'église Saint-Sulpice. La procession a ensuite rejoint la place Saint-Michel, d'où l'on pouvait observer Notre-Dame. Tournés vers la cathédrale, les fidèles, entourés par Monseigneur au Petit, l'archevêque de Notre-Dame, ont à nouveau chanté le « Je vous salue Marie ». Vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Alors que le sinistre est survenu le premier jour de la Semaine Sainte, les messes prévues à Notre-Dame de Paris seront célébrées à l'église Saint-Sulpice et la messe de Pâques aura quant à elle lieu à Saint-Eustache. Et face à l'abattement, un élan sans précédent touché en plein cœur par le désastre de la cathédrale de Paris, le peuple français a montré son affliction par la prière où l'appui financier des millions de personnes ont témoigné de leur attachement à l'un des fondements de notre civilisation. Rebâtir Notre-Dame. À peine les cendres reposées, la reconstruction de la cathédrale est déjà dans tous les esprits. Certains grands patrons ont annoncé dès le soir du drame qu'ils participeraient aux frais de reconstruction. Depuis, d'autres ont suivi pour rapidement atteindre près de 900 millions d'euros. Si ces dons bénéficieront certes d'avantages fiscaux pour les entreprises qui les font, ils insufflent aussi un élan d'espoir pour cette reconstruction à laquelle de nombreux Français souhaitent participer par le biais des cagnottes mises en place par l'État. Les dons des particuliers ont d'ailleurs déjà atteint plus de 11 millions d'euros après à peine plus d'une journée. Des deniers qui ne seront pas superflus pour s'attaquer au chantier titanesque qui s'annonce, une reconstruction qui visera à reconstruire les plaies de toute une nation, une douleur qu'Emmanuel Macron est visiblement parvenu à entendre. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais, et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter, que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel et vivant, et pour cette raison même est fragile. Et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Et je vous le dis ce soir avec force, nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Celui qui déclarait ne pas connaître de culture française a visiblement été contraint de se rendre à l'évidence face à l'émoi du pays. Le président, face à ce peuple de bâtisseurs qu'il redécouvre, pense alors pouvoir répondre au déchirement de ce drame par une reconstruction rapide. Une reconstruction en 5 ans. Un délai particulièrement court qui pourrait paraître bien dérisoire si l'on pense que la date de 2024 a été fixée en fonction des Jeux Olympiques. Ce volontarisme présidentiel fait craindre une précipitation ou des choix hâtifs dans la reconstruction de Notre-Dame que chacun appelle de ses vœux. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mercredi matin qu'un concours d'architectes pour la construction de la nouvelle flèche serait lancé. Dans ce cadre, plusieurs experts commencent déjà à expliquer qu'une construction du XXIe siècle ne serait pas un contresens, justifiant cette opinion par le fait que la flèche déchue datait déjà du XIXe, quand la charpente avait été commencée 5 siècles plus tôt. Faut-il s'attendre à voir s'ériger la petite sœur de la pyramide du Louvre sur l'île de la Cité ? Ce n'est pas exclu.
La célèbre forêt de la cathédrale laisse également planer de nombreuses interrogations sur sa reconstruction. Les arbres utilisés à l'époque médiévale étaient âgés de plusieurs siècles quand nos forêts contemporaines comportent aujourd'hui surtout de jeunes arbres nouvellement plantés. Les temps ne sont plus les mêmes. D'autres solutions devront donc sans doute être retrouvées pour que Notre-Dame revête un nouveau manteau. La cathédrale de Reims, détruite pendant la Première Guerre mondiale, et non la Seconde comme certains commentateurs se sont laissés à dire, a été reconstruite avec une charpente en béton. Chez nos meilleurs artisans, les compagnons du devoir notamment, beaucoup de bonne volonté se sont fait connaître pour aider à la reconstruction. Pour autant, les délais très courts annoncés par Emmanuel Macron les laissent craindre que le temps primera sur l'art. Le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques évoquait pour sa part 10 à 15 ans pour redonner forme à l'édifice. Du côté de la fondation de l'œuvre de Notre-Dame, le président Éric Fischer estime quant à lui qu'il faudra plusieurs décennies. Et si tous les Français et le monde entier rêvent aujourd'hui de pouvoir à nouveau admirer la splendeur de Notre-Dame, rien ne serait pire de ne pas être à la hauteur de nos ancêtres bâtisseurs. Et le drame de Notre-Dame aura eu une conséquence politique immédiate. Il aura empêché le président Emmanuel Macron de présenter ses annonces d'après le grand débat, des annonces qui ont cependant largement fuité, qui ne devraient pas vraiment répondre aux demandes des Français. Olivier Frère-Jacques. Un effet d'annonce qui fait flop. Avec le drame de Notre-Dame, le rendez-vous du président Macron avec les Français de lundi soir a été reporté. Une allocution plus ou moins attendue, mais dont les grandes lignes ont fuité dès mardi. L'AFP s'étant procuré une copie de la vidéo présidentielle. Fuite volontaire ou non, le document a permis d'en savoir plus sur les intentions du pensionnaire de l'Élysée pour répondre à la colère des Français et des Gilets jaunes. Parmi les mesures préconisées par l'exécutif, on retrouve essentiellement des éléments d'ordre économique avec la réindexation des retraites, c'est-à-dire une évolution du montant des retraites calqué sur l'inflation. Une mesure contradictoire avec le vote des parlementaires qui ont voté cette année une augmentation des pensions inférieure à l'inflation, plus 0,3 pour 2019 avec une inflation constatée à plus 1,8 pour l'exercice passé. Quoi que l'on pense de cette annonce, elle nous révèle que le président ne s'embarrassera pas du vote des députés, pourtant élus, et qu'il entend envoyer un signal positif en direction des retraités, une valeur électorale sûre pour le consortium centriste de l'exécutif face aux montées de la gauche mélenchoniste et du Rassemblement national. En séduisant ce segment de population, le président entend également couper l'herbe sous le pied des Républicains. Autre mesure, la pérennisation de la prime de 1 000 € défiscalisée. Un choix politique en faveur du fameux pouvoir d'achat et qui, une fois de plus, s'inscrit dans une démarche de politique économique de gauche faisant fi des demandes originelles des Gilets jaunes qui réclamaient avant tout la fin de l'oppression fiscale. En défendant cette prime, le président entend favoriser une relance par la consommation, une politique de gauche qui s'avère bien incertaine eu égard aux précédents en la matière. En effet, si les ménages haussent leur niveau de consommation en direction de produits étrangers, le profit pour l'économie nationale sera moindre, si ce n'est toujours pour les revendeurs. Autre élément, un infléchissement de l'impôt sur le revenu. Par infléchissement, il faut bien comprendre que les lignes ne vont que peu bouger. Censée être dirigée en direction des classes moyennes et populaires, la mesure ne changera pas la donne. Concernant l'ISF, le président entend ouvrir une évaluation dite objective sur la question, à savoir vérifier que les bénéficiaires de la suppression de l'impôt sur la fortune réinjectent bien leurs actifs dans l'économie nationale. Cette mesure, qui n'en est pas une, concernant un impôt qui rapporte finalement peu à l'État, a tout du gadget visant à calmer les éléments les plus gauchers des Gilets jaunes, éléments qui ne se satisferont pas de cette annonce. Hors champ économique, le président devrait s'exprimer sur les services publics et le référendum. Concernant les services publics, le chef d'État promettrait aucune fermeture d'écoles et d'hôpitaux jusqu'à la fin du quinquennat, sauf demande des maires, ce qui lui permet de finalement déporter la responsabilité vers les élus. Emmanuel Macron devrait aussi demander qu'il y ait plus de fonctionnaires sur le terrain, sans que l'on sache comment ceux-ci seront payés. S'agissant du fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, là non plus, pas de révolution. Le RIC se transformerait en référendum locaux, de quoi se décharger encore un peu plus sur des élus territoriaux déjà dépourvus de moyens pour mener à bien leurs tâches. Grand seigneur, le président consentirait à faciliter l'accès au bien nommé RIP, le référendum d'initiative partagée. Emmanuel Macron n'oublie pas non plus la question écologique et là encore, il devrait proposer un gadget, une convention citoyenne tirée au sort pour travailler sur les questions environnementales. Enfin, un bonus, cadeau maison, la suppression de l'ENA, finalement peu demandée par les mécontents. Cette mesure aurait tout de la poudre de perlimpinpin, car la suppression de l'École nationale d'administration laisserait la place à une structure de type école de service public, plus ou moins analogue, avec en prime des mesures de discrimination positive à l'entrée à l'américaine, comme cela est déjà pratiqué à Sciences Po. Vous aviez une école du prêt-à-penser et de l'entre-soi, le président vous propose donc encore pire.
Vous l'aurez compris, les annonces du président ne satisferont pas les mécontents, et s'il pourra peut-être profiter d'une relative accalmie des manifestations avec les événements de Notre-Dame, à moyen terme, difficile d'imaginer un regain de sympathie pour l'exécutif. Dans un scénario un rien cynique, on pourrait même imaginer le président remodeler ses annonces en fonction des premiers retours de terrain qu'il aura obtenus. En tout cas, la date de son allocution n'a pas été définie. Celui-ci s'exprimera en temps voulu, comprendre quand il voudra. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref avec Floriane Jeannin. Jean-Marie Le Pen fait ses adieux au Parlement européen. Dans un dernier discours, le fondateur du Front National a achevé son mandat d'eurodéputé comme il l'avait commencé 35 ans plus tôt, sans mâcher ses mots ni ménager ses adversaires. Député qui est resté aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira. Dziękuję bardzo panu Jean-Marie Le Pen. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Le Pen. Alors, pour être honnête, ce n'est pas exactement lié à l'ordre du jour, mais je vous remercie tout de même. Trois proches de Redouane Lagdim interpellés ce matin. Les deux sœurs et la mère de l'auteur de l'attentat de Trèbes près de Carcassonne ont été placées en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à savoir si ces trois femmes pourraient avoir joué un rôle dans la radicalisation de celui qui a assassiné le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué 3 autres personnes et fait 15 blessés au total. L'une de ses sœurs avait déclaré que son frère n'était pas salafiste. Toutefois, la compagne de ce dernier, Fiché S, avait posté sur les réseaux sociaux le jour de l'attentat une sourate promettant la mort des mécréants. Les Indonésiens choisissent leur nouveau dirigeant. En lice, 2 hommes. Le premier est un socialiste peu porté sur les droits de l'homme. Ceux qui auraient voulu le voir tel l'Obama indonésien ont été vite déçus par le bilan de son gouvernement anti-LGBT et hostile vis-à-vis des minorités religieuses. À son actif également, des arrestations d'activistes anti-gouvernement et des lois limitant la liberté d'expression sur Internet. Le second candidat, lui, est nationaliste et populiste. Bien que d'un milieu familial chrétien, il s'est rapproché des islamistes radicaux et dénonce sans relâche les élites économiques s'appropriant les richesses du pays tout en étant lui-même un ex-homme d'affaires très fortuné. Une chose est certaine, les tenants de l'islam radical progressent en Indonésie, pays qui pourrait devenir dans 25 ans la 4e puissance économique mondiale. Et c'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, Marc Pétier nous présente son livre « La mémoire du vin, entre héritage et transmission ». Dans cet ouvrage, il revient sur l'histoire du vin, sa diversité, son rôle social et gastronomique. Ce qui est important dans la tradition latine et la tradition française, le vin ne porte pas le nom du cépage. Il porte le nom du lieu où il est né. Ce qui prouve bien que dans notre tradition, ce qui donne au vin d'abord son caractère, c'est le lieu. Et donc, le vigneron va transmettre l'esprit, la nature, le caractère, l'atmosphère, les odeurs, les arômes de ce lieu à travers un ou l'assemblage de plusieurs cépages, adaptés à un type de terroir. Et puis ce soir, retrouvez également Perle de culture. Anne Brassier, l'écrivain Jacqueline d'Auxois évoque les œuvres du peintre russe Ivan Koulev. Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable, présente ensuite son dernier ouvrage, Éolien, une catastrophe silencieuse. Et puis tout de suite, évidemment, vous retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Un sujet sur lequel les citadins et les campagnards n'ont pas du tout le même avis, c'est celui du commerce en ligne. D'abord, vous allez me dire, il faudrait qu'il y ait une ligne de téléphone qui marche. Mais je vais en parler demain. Figurez-vous que Campagnol va avoir la fibre l'an prochain ou l'année suivante. Non, avant cela, je voudrais vous montrer, pour avoir eu longtemps un pied dans les deux mondes, pourquoi
commander en ligne est un désastre en milieu urbain et une bénédiction en milieu rural. Et je voudrais adopter, comme souvent, un point de vue qu'on ne lit pas souvent dans les journaux. Par exemple, celui de la concierge d'un ensemble d'immeubles dans la banlieue parisienne, d'une centaine d'appartements. La concierge et son mari, qui coulaient des jours heureux jusqu'il y a 10 ans, encore, lorsqu'il s'agissait d'aller porter le courrier, par exemple, dans de petites boîtes à lettres avec une fente minuscule et une capacité assez ridicule, ce qui faisait que lorsque vous aviez un paquet, la dame laissait une petite carte jaune plastifiée à votre nom en vous recommandant de passer à la loge. Eh bien, il va de soi qu'avec le développement du commerce en ligne, la dimension de la boîte à lettres est devenue ridicule et le nombre de paquets qu'on va chercher tous les matins chez la concierge extrêmement préoccupant, d'autant plus que la dame, à partir de 10 heures, ne répond plus, elle met un papier « Je suis au courrier », ce qui veut dire qu'elle distribue les lettres dans tous les halls d'entrée, donc elle ne veut pas vous donner votre paquet qui lui est resté à la loge. Entre midi et 2, elle n'ouvre pas parce qu'elle déjeune, et après 7 heures non plus, ce qui fait que quand vous partez à 8 heures du matin, rentrez à 8 heures du soir, votre paquet est pratiquement bloqué pendant une semaine. Alors vous allez me dire, le commerce en ligne a souvent ses livreurs. Oui, mais justement, c'est là qu'on doit plaider pour les concierges. Les livreurs en région parisienne, c'est devenu absolument n'importe quoi. Ils passent à toute allure. Ils ne sonnent pas chez le destinataire. De temps en temps, ils vous posent un paquet directement sur le tas de boîtes sans rien faire signer. Et le plus souvent, que font-ils? Eh bien, plutôt que de chercher votre cage d'escalier, ils déposent tout chez la fameuse concierge. Alors, pour une centaine d'appartements, vous imaginez, la vie des concierges est devenue un enfer. Elle et son mari sont dérangés sans cesse, du moins l'après-midi, par des livreurs qui viennent déposer des paquets parfois minuscules, mais qui ne passent pas dans la boîte, et parfois des vélos achetés la veille par ordinateur. Et quand ni la concierge ni son mari ne sont là, les paquets et les vélos reprennent le chemin de l'entrepôt régional, parfois 2-3 fois dans la semaine. Alors vous ajoutez à tous ces inconvénients majeurs le fait de tuer le commerce de proximité, le fait d'engorger le trafic parisien et francilien d'une foule de camionnettes et maintenant de voitures individuelles qui livrent à domicile les courses les plus minuscules et bientôt vos courses alimentaires. Faute d'une réglementation intelligente et surtout d'une volonté à la tête de l'État, eh bien on va vers l'apoplexie urbaine à cause de ça aussi. Alors maintenant, l'état des lieux dans la ruralité, eh bien là, c'est exactement le contraire. Vous ne tuez pas le commerce de proximité parce qu'il n'y a pas de proximité et souvent pas de commerce. Au lieu de faire des kilomètres à la recherche de ce que vous voulez, vous trouvez ce que vous voulez sur Internet et c'est le transporteur qui fait les kilomètres à votre place, et généralement beaucoup moins de kilomètres. Ensuite, si vous cherchez une sortie de pompe de 7 cm avec filetage comme ci et comme ça, le catalogue, lui, vous la trouve tout de suite et ça arrive le jour suivant. Alors qu'en province, dans la grosse quincaillerie comme ça, voisine de la ville d'en bas, il faut souvent commander et ça arrive 10 jours après. Enfin, chose appréciable, quand on n'a pas trop de moyens, et comme en témoigne la France des Gilets jaunes, c'est le cas dans la ruralité, on n'a pas trop de moyens, on trouve par Internet des ustensiles 3 fois moins chers qu'on ne les paierait dans une boutique. Donc le commerce en ligne, pour les ruraux, est en train de devenir un véritable poumon, alors que parallèlement, il asphyxie les villes. Mais il reste un problème aux ruraux, c'est le caractère très vague de leurs adresses postales, le fait qu'il n'y ait pas de numéro. Et le transporteur perd parfois un temps fou. Alors il y a à ce moment-là la concierge locale, si on ose dire, qui commence à s'énerver aussi. C'est le café tabac du coin qui finit par recevoir les paquets de tout le pays. Le patron du café de Campagnol est un peu inquiet parce qu'au train ouvrant les choses, il va devoir ouvrir un local pour recevoir ce qui arrive, puis devenir probablement point relais officiel, c'est-à-dire attirer désormais une nouvelle clientèle et donc doubler le temps qu'il va consacrer à tout ça au détriment de sa vraie clientèle, l'hôtel-restaurant. Il m'a dit, en gros, ce commerce en ligne, c'est comme le gui qui s'accroche aux arbres malades, il en profite sans les tuer, sans quoi il va mourir lui-même. Mais tu peux en dire autant des gouvernements. Et il est reparti servir un client, mais il m'a fait réfléchir au rapport entre le commerce, la fiscalité et le parasitisme. Et je me suis demandé s'il n'était pas temps de traiter la forêt contre le gui, à tous égards, fiscalement aussi. Abonnez-vous, merci. En 2019 et en 2020,
Le Japon va être sous le feu des projecteurs du monde du sport. Le pays du soleil levant va accueillir la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. Ça n'est pas rien. 2 événements d'envergure qui se préparent, s'accompagnent de travaux pour pouvoir se montrer au monde sous son meilleur visage. Dans cette gigantesque entreprise de nettoyage public, devinez qui est notamment dans le viseur? Les revues pornographiques. Pour l'occasion, 2 enseignes de commerce de proximité, qu'on appelle des combini, ont pris la décision très importante d'arrêter de vendre des revues pornographiques pour améliorer leur image, alors même que leur clientèle est essentiellement adulte et masculine, cette clientèle représentant les premiers consommateurs de ce genre de magazines. 2 enseignes qui représentent tout de même 20 000 boutiques à travers le Japon, donc l'impact de cette décision est très loin d'être négligeable. Par un effet de saine contagion, si l'on peut dire, le phénomène est en train de s'étendre à l'ensemble des supérettes de l'archipel. Une disparition du support papier qu'est la revue pornographique à relativement court terme est donc à envisager. Il n'y a pas si longtemps, à l'autre bout de la planète, la fédération de rugby de Carcassonne avait eu l'idée saugrenue de vouloir se faire sponsoriser par le site de vidéos pornographiques Jackie et Michel. Il aura fallu l'intervention musclée de la fédération au niveau national pour mettre le holà à une perversion aussi stupide. Il paraît que les Japonais sont des as de la copie. Ne pourrions-nous pas, pour une fois, les copier à notre tour? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.